Je reprends après 2 semaines et j'espère vous avoir convaincu au cours des 7 premières leçons que le chiffonnier parisien était un personnage capital du milieu du XIXe siècle, peut-être le personnage le plus important du milieu du XIXe siècle, omniprésent, fabuleux, personnification de la fortune, double du souverain, alter ego du poète. Et je crois qu'il en résulte une grande difficulté pour rencontrer le chiffonnier réel sous le mythe du chiffonnier. Entre Baudelaire et le chiffonnier du faubourg Saint-Marceau, de la rue Mouffetard, de la place Maubert, du cloître Saint-Jean de Latran, de la Petite Pologne ou encore de la Cité dorée, tous ces bastions de la chiffonnerie, la Cité dorée qui est située derrière la Salpêtrière et qui nous montre bien l'épaisseur de ce mythe. Lorsqu'il en est question dans un rapport administratif, on nous renvoie à la villa des chiffonniers de Privat d'Anglemont. Et la littérature est toujours mêlée à la considération administrative. Voilà le texte de Privat d'Anglemont dans quelle revue, je ne sais plus, dans Le Siècle. C'est dans Le Siècle qu'il publie ce feuilleton sur la chiffonnerie, où l'on voit cette nouvelle cité dorée derrière la Salpêtrière qui est apparue au milieu du siècle et qui est l'un des derniers bastions de la chiffonnerie avant qu'elle se réfugie derrière les fortifications sur la route de la Révolte. Ce que je voudrais donc souligner, c'est l'épaisseur de cette culture, de ces légendes iconographiques qui s'interposent et qui sont diffusées par la presse, par la littérature, par la gravure, par la chanson. Le chiffonnier, on l'a vu, remonte à l'Ancien Régime, mais cette fable a été très fortement infléchie par la Révolution. Et on a aussi remarqué combien elle était compliquée et réversible. Le comité des recherches, au début de la Révolution, est traité de chiffonnier, et puis le chiffonnier sera traité tout au long du XIXe siècle de membre du comité des recherches. Et on a vu aussi que Napoléon était représenté en chiffonnier, cherchant sa couronne dans la boue, avant que le chiffonnier ne se prenne pour Napoléon. Il est donc très difficile d'aller à la réalité du chiffonnier. Walter Benjamin voulait que Baudelaire, poète du vin des chiffonniers, soit solidaire du vrai chiffonnier, modèle du prolétaire et du révolutionnaire. Mais il me semble qu'il est lui-même abusé par le mythe du chiffonnier quand il croit le rencontrer en action. Et peut-être que Marx voyait plus juste quand il énumérait les chiffonniers parmi ces éléments de la population que Louis-Napoléon Bonaparte enrôlerait une fois élu président afin de préparer le coup d'État. Et voilà le texte du 18 Brumaire de Louis Bonaparte où l'on voit ces chiffonniers qui apparaissent Lumpensammler dans une longue liste de toute cette bohème parisienne, à côté des roués, non traduits, ruinés, aux moyens d'existence douteux et d'origine également douteuse, d'aventuriers et de déchets corrompus de la bourgeoisie, on y trouvait des vagabonds, des soldats licenciés, des forçats sortis du bagne, des galériens en rupture de ban, des filous, des charlatans, des lazzaroni, des pickpockets, des escamoteurs, des joueurs, des souteneurs, des tenanciers de maisons publiques, des portefaix, des écrivassiers, des joueurs d'orgue, des chiffonniers, etc. Bref, toute cette masse confuse, décomposée, flottante que les Français appellent la bohème. Et le chiffonnier appartient donc à cette plèbe qui, aux yeux de Marx, est dépourvue de conscience politique et qui est malléable par la bourgeoisie. C'est ce qu'il nomme le lumpenprolétariat, un peu plus haut, où l'on retrouve
ce prolétariat en chiffon sur le modèle du ramasseur de chiffons. Mais on ne peut pas oublier que le chiffonnier n'en est pas moins l'un des héros les plus populaires de la société française du milieu du XIXe siècle, l'égal de Diogène. Et j'ai souligné combien il avait pris de la hauteur par opposition à tous ces autres marchands ambulants des rues de Paris. Même la toute jeune photographie s'est mise de la partie, puisque, très curieusement, et c'est cette photographie que je vous montrais en frontispice de ma leçon, très curieusement, la première photographie de chiffonnier que l'on peut trouver, c'est un petit chiffonnier appuyé contre une borne par Charles Nègre. C'est aussi l'une des premières photographies à être considérée comme une œuvre d'art. La première photographie d'un chiffonnier est en somme aussi l'une des toutes premières photographies à être considérée comme une œuvre d'art. Et c'est par le critique Francis V, dans un article prémonitoire publié dans l'hebdomadaire La Lumière du 18 mai 1851. Voici cet hebdomadaire non politique, Beaux-Arts, Héliographie, Sciences. C'est la publication de la Société héliographique qui est également fondée au début de 1851. Et voici ce petit chiffonnier, c'est le négatif qui appartient au musée d'Orsay et le voici dans un positif plus récent. L'article de Francis V dans La Lumière est le compte-rendu du premier album annuel de la nouvelle Société héliographique qui a été fondée au début de 1851. Et V affirme, en début de cet article, « Nos albums sont nos salons ». Et l'on voit déjà cette prétention de la photographie bien avant qu'elle ne soit admise au salon, puisque si vous vous souvenez de mon cours sur Baudelaire il y a quelques années, j'avais parlé de la première introduction de la photographie au Salon des Beaux-Arts, c'est le salon de 1859, celui dont Baudelaire rend compte si méchamment à propos de la photographie et sans même s'être rendu dans les salles qui lui étaient réservées. Francis V fait donc l'éloge en 1851 dans une publication qui est toute récente et d'une société qui est toute récente de ce qu'il appelle quelques raretés photographiques, paysages, monuments et portraits, dont celui-ci. Et voici ce qu'il en dit. En se proposant de rendre un sujet sans se préoccuper de la ligne et par le seul effet des plans, à peu près comme procèdent les coloristes. On retrouve évidemment la grande opposition de la ligne et de la couleur, qui est celle sur laquelle Baudelaire insiste tant. Monsieur Nègre a donné une preuve remarquable de la souplesse, de la diversité des ressources de la photographie. Son petit chiffonnier est à la fois solide et vaporeux comme un dessin de M. Bonvin. C'est la plus habile et la plus fugitive ébauche, un pan de mur, un lointain estompé, deux blocs de pierre sur l'un desquels le héros du sujet s'assied et dépose sa hotte. Voilà toute la mise en scène. Elle n'a rien de compliqué. La tête coiffée d'une méchante casquette et insouciante, dédaigneuse et narquoise, la chemise de ce Diogène gamin est moelleusement ouatée d'un rayon de soleil, le pantalon largement indiqué et bariolé, crevassé, fendillé, rapiécé à rendre jaloux Murillo et l'auteur des Casseurs de pierre. Le chiffonnier de Monsieur Nègre n'est plus une photographie, c'est une composition pensée et voulue, exécutée avec toutes les qualités étrangères au daguerréotype et ne revendiquant que celle-là. De ce petit chiffonnier, le musée d'Orsay possède donc un négatif qui est un chef-d'œuvre des origines de la photographie, en effet. Dans les livres, on le trouve reproduit dans tous les sens, mais je crois que je vous le montre dans le bon sens. Francis V, l'auteur de cet article, est un écrivain éclectique, un journaliste prolixe, chartiste, mêlé au romantisme, protégé de Nodier,
proche de Hugo, Nerval, Gautier, et qui vient de passer, autour de la Révolution de 1948, du romantisme au réalisme. Il a tenu un feuilleton dans l'illustration, le voici représenté par Nadar en 1855, ou autour de 1855. Il a tenu un feuilleton dans l'illustration pendant la Révolution de 1848, de février à septembre. C'est un feuilleton très intéressant intitulé « Dictionnaire démocratique ». Et c'est une sorte de sémiologie, si l'on veut, des clichés contemporains, recueillis en volume avant la fin de l'année. Et il y rapporte, par exemple, ce qu'on dit en 1848 des métiers décriés, notamment ceux de chiffonniers et de balayeurs, pour qui l'on réclame plus de considération, et V semble reprendre cette revendication à son compte, associant dans son propos les dévoués vidangeurs. Vous vous souvenez de ces vidangeurs qu'on surnomme dévoués, le métier le plus abominable. Quand on voit stationner devant une maison à la lueur de 2 ou 3 lanternes ces équipages nocturnes dont le voisinage est si redouté, ne serait-il pas juste et charitable de penser, tout en gagnant le large, qu'au centre même d'une atmosphère empoisonnée et pour un médiocre salaire, de pauvres diables se dévouent au plus indispensable, au plus rebutant des labeurs, que par eux nos maisons sont assainies, que sans eux la voie publique deviendrait une sentine, et que chaque fois qu'ils se plongent dans ces affreux tombeaux, ils bravent sciemment le danger mortel d'une explosion délétère qui, parfois, les suffoque et les tue. Je ne sais pas si Francis V parle en son nom ou cite ici la Vox Populi de 1848. Il dénonce en tout cas un peu plus loin ce qu'il appelle les vieux préjugés d'esprit monarchique contre les métiers les plus pénibles, injustice incompatible avec le fraternel sentiment de la liberté qui est au goût du jour, et il rappelle, à l'intention des amateurs de poésie et de gravure, que le premier instrument de leur plaisir est tout simplement le chiffonnier qui les fournit en papier. Francis V est un personnage intéressant, c'est un critique d'art. Au salon de 1847, c'est un défenseur de la femme piquée par un serpent, la sculpture de Clésinger, et autour de 48-49, il s'enthousiasme pour Courbet, après que Champfleury l'a conduit à la fin de 1848 ou au début de 1849 à l'atelier du peintre, et il est l'un des défenseurs des casseurs de pierre en 1849, ce tableau qui a été détruit pendant la dernière guerre. Il s'inscrit à la Société héliographique à sa fondation en 1851 avec Delacroix et Champfleury, et il est le premier critique de la photographie comme art, collaborant abondamment à cet hebdomadaire La Lumière en 1851. C'est cette sensibilité à l'art de Courbet qui anime sa critique de la photographie de Charles Nègre. Vous avez vu qu'il le comparait à Murillo. Il pense manifestement au jeune mendiant du Louvre, entre le jeune chiffonnier et le jeune mendiant, le modèle de ce malfrat urbain. Mais vous avez entendu aussi une comparaison par le côté solide et vaporeux, à un dessin de François Bonvin, qui est un artiste réaliste qui expose dans ces années-là, depuis le salon de 1849, qui est aussi un ami de Courbet et de Champfleury. Et Baudelaire le connaît bien. Bonvin figure, comme Baudelaire, dans le roman de Champfleury, Les aventures de Mademoiselle Mariette. Et Baudelaire, qui n'a pas un goût très marqué pour Bonvin, lui restera toujours fidèle, se gardera bien de médire de lui dans son salon de 1859 et dans Les peintres et aquafortistes. Voici un dessin de Bonvin qui nous montre ce à quoi Francis V pense lorsqu'il compare la photographie du petit chiffonnier, du jeune chiffonnier, à un dessin de Bonvin. Voici une petite fille buvant dans un bol de 1847 et un jeune cordonnier que je ne sais pas
daté. Le chiffonnier de Charles Nègre se repose, penché en arrière, appuyé contre la borne, les pieds croisés. Ainsi est-il délivré de cette immense hotte, trop grande pour lui, qui est dressée sur le haut de la borne. La borne, c'est celle du 21 quai de Bourbon, le domicile du photographe, qui est souvent représenté par lui. Il pose ainsi devant sa porte cochère du 21 quai de Bourbon. Vous voyez que c'est quelques années plus tard que le trottoir a été introduit, et il y fit poser le sculpteur Auguste Préau, sculpteur romantique. Sur ce siège qui est devant la borne, à côté de la borne, Charles Nègre a fait aussi poser son petit chiffonnier assis. Il y a une autre photographie du petit chiffonnier, les bras croisés, comme assoupi, la hotte derrière lui, au-dessus de la borne, ainsi qu'un personnage plus élégant qui porte un chapeau de forme et qui est identifié à son père. Sur cette photographie, on aperçoit l'ombre de Charles Nègre prenant la photographie de son père au petit matin, puisque c'est la Seine qui est là et que l'on voit donc vers l'ouest. La hotte sur la photographie du petit chiffonnier est aussi haute que la borne, superposées. Je crois que c'est une très belle photographie. Elles atteignent presque le haut du bonnet du garçon. Sur la gauche, la ligne des maisons disparaît derrière la borne dans une perspective fuyante, tandis que la bordure du quai file sur la droite jusqu'à la hauteur de la taille du petit chiffonnier que prolonge la ligne d'horizon. On aperçoit des constructions floues sur la rive droite de la Seine, peut-être la masse du Louvre. Tous les axes de la composition convergent vers le milieu du corps du garçon, qui est le foyer de l'image. Le petit chiffonnier tourne la tête vers l'objectif, regarde le photographe par en dessous, avec cet œil qualifié de narquois par Francis V, l'œil droit dans l'ombre de son bonnet de police, il a le bonnet typique du chiffonnier, l'œil gauche pénétrant, le maintien assuré, et je dirais que c'est tout le contraire de la pose assoupie, abandonnée, frêle de la photographie qui le montre assis sur le banc. Si on regarde bien ces deux photographies, on peut comprendre qu'elles ont été prises l'une après l'autre. Celle-ci d'abord, celle-ci ensuite. Le soleil est plus haut, si vous regardez l'ombre sous le banc dans les deux photographies. C'est en tout cas une photographie étonnante par son équilibre et par l'émotion qui s'en dégage. Francis V était déçu, vous l'avez entendu, par le daguerréotype, l'image unique sur une plaque de métal, et il lui préférait la photographie par calotype, le procédé négatif-positif sur papier, qu'il qualifiait de trait d'union entre le daguerréotype et l'art proprement dit. Dans le même article, il appelle les photographies de Legray, un autre de ses premiers photographes artistes, il les appelle des dessins sur papier. Et on voit bien que ce qui lui plaît, c'est le fondu de la ligne de la photographie par opposition au daguerréotype, ce côté qu'il appelait vaporeux dans la photographie de Charles Nègre. Il apprécie dans la photographie un procédé, dit-il, très souple, dédaignant les détails, comme un maître habile justifiant la théorie des sacrifices. Alors on a beaucoup réfléchi à cette théorie des sacrifices qui, bien sûr, rappelle Baudelaire et le Salon de 1846, ou en tout cas exprime un point de vue identique à celui de Baudelaire qui défendait le romantisme et la couleur au motif, je le cite, « l'art n'étant qu'une abstraction et un sacrifice du détail à l'ensemble, il est important de s'occuper surtout des masses. » Mais enfin, cette idée du sacrifice nécessaire à l'art, c'est une idée qu'on trouve très souvent dans le journal de Delacroix.
Évidemment, comme le journal de la Croix n'est pas connu, il est difficile de dire d'où vient cette théorie du sacrifice que décrit ici Francis V. Je trouvais là tout à l'heure, juste avant de venir, je cherchais s'il pouvait y avoir d'autres sources et je trouvais le salon de 1849 qui est publié dans la revue L'Artiste, qui est anonyme. Il est signé Feu Diderot, mais dans ce salon de 1849, ce Feu Diderot anonyme parle, lui, de la science des sacrifices, et il est probable que ce Feu Diderot est Arsène Houssaye lui-même, proche de Baudelaire. Autrement dit, cette théorie des sacrifices, cette science des sacrifices que Francis V déplace à la photographie, c'est une conception qui est très répandue autour de 1849, nécessité donc de sacrifier le détail à l'ensemble. Baudelaire dit encore dans le salon de 1846 que Delacroix, qui, craignant d'affaiblir la vitalité de sa pensée par la fatigue d'une exécution plus nette et plus calligraphique, jouit pleinement d'une originalité insaisissable qui est l'intimité du sujet. Voilà la phrase qui est probablement celle d'Arsène Houssaye. Monsieur, il s'en prend à un peintre avant de parler de Delacroix et il en dit « Le peintre des noces de Gamache, qu'il apprenne la science des sacrifices ». C'est un grand art de savoir négliger les accessoires. Il faut pouvoir négliger les accessoires en peinture. On a donc une théorie des sacrifices parfaitement réalisée dans ce petit chiffonnier dont voici ce que dit encore Francis V, puisqu'il élabore cette théorie des sacrifices, dans un autre article qui s'appelle « Théorie du portrait ». Il est très porté vers la théorie. La théorie des sacrifices, si largement pratiquée par Van Dyck, par Rubens et par le Titien, doit être encore plus rigoureusement entendue par l'artiste héliographe. D'ordinaire, ces grands peintres ont fait briller les têtes au milieu d'une atmosphère sombre et vaporeuse. On retrouve cet adjectif vaporeux, cette confusion du personnage et du fond, puis leur fond, plus ténébreux à mesure qu'ils s'abaissent, viennent se confondre le long des épaules avec les plis des vêtements, largement indiqués dans une pâte solide et foncée. Ils ont évité de silhouetter sèchement de la tête aux pieds un corps humain, et leur portrait ne ressemble point, comme certaines épreuves daguerriennes, à des merlans frits collés sur un plat d'argent. Voilà donc l'image du daguerréotype, une image très concrète, frappante, très sévère pour le daguerréotype, et qui souligne que pour V, comme pour Baudelaire, mais aussi comme pour Houssaye, l'imagination est indispensable à l'art. Et 2 ans plus tard, V résume ainsi l'histoire de la photographie rapidement. Il s'en prend de la même façon à ce qu'il appelle l'animalier chimique du coin. C'est le photographe du coin qui débite des photographies. Cette fois-ci, ce sont des rangs d'oignons. Et il exige, au contraire, mais c'est la comparaison finale qui m'intéresse, c'est à faire reculer Traviès ou Daumier, les caricaturistes dont nous avons vu beaucoup d'images jusqu'ici. Sont cela des portraits? Non, vraiment, car ils ne répondent point à l'image que le modèle avait tracée dans nos souvenirs. On ne saurait trop le redire, la vérité dans les arts est idéale et procède d'une interprétation subtile. Vous voyez qu'avec ce petit chiffonnier, les goûts de Baudelaire en peinture, sa préférence pour la couleur contre la ligne, et en photographie pour les contours vaporeux et moelleux contre l'image sculptée. Il aurait voulu posséder, j'avais commenté ce passage il y a quelques années, il aurait voulu posséder une photographie de sa mère qui aurait eu le flou d'un dessin, disait-il. Et c'est ce qu'on retrouve ici, de même que son amitié pour Courbet au temps des casseurs de pierre. Enfin, sa familiarité avec François Bonvin, auquel Francis V compare cette photographie. Enfin, cette théorie des sacrifices qui leur est commune.
Tout cela fait que Baudelaire aurait pu être sensible à cette superbe épreuve photographique du petit chiffonnier. Non sans une ironie de l'histoire, donc, et apparemment sans malice de la part du critique Francis V, l'une des premières épreuves photographiques qui ont ennobli la nouvelle technique et qui l'ont élevée à la dignité des beaux-arts représente un chiffonnier. Mais j'ajouterais que c'est un mythe que Charles Nègre a photographié. Le petit chiffonnier est d'ailleurs présenté par Francis V comme un Diogène gamin. Diogène gamin. C'est une allégorie de la condition humaine, bien plus qu'un pauvre ramasseur de chiffons. Et je crois que cela est confirmé par l'idéalisation dont le chiffonnier fait l'objet à l'époque, en même temps que cela conforte cette idéalisation, le choix fragilise encore la thèse de l'engagement de Baudelaire auprès des ouvriers sous prétexte de sa compassion pour un type parisien authentiquement populaire. Et je crois qu'on peut remarquer que sur cette photographie de Charles Nègre, comme sur les photographies de Marville des rues de Paris, où les pavés ont été nettoyés, eh bien, le chiffonnier de Charles Nègre est stylisé. C'est un modèle esthétique et aucun détritus ne dépasse de sa hotte, contrairement à ce que l'on voyait dans les caricatures où il y avait toujours un os qui dépassait de la hotte pour bien marquer qu'il s'agissait d'un chiffonnier. Autrement dit, cette hotte a l'air lourde et elle repose sur la borne, mais cette hotte est manifestement vide et elle est un accessoire d'atelier. Il faut remarquer qu'à de très rares exceptions près, dans la peinture, le chiffonnier est propre. On ne voit pas les ordures. Voici une exception. C'est un tableau d'un peintre américain qui a étudié et exercé à Paris, Thomas Waterman Wood, un tableau qui s'appelle Ragpicker de 1859, qui est à New York. Et voici un tableau où l'on montre des ordures à la fois dans la hotte et sur le sol. Mais c'est très rare. Les représentations du chiffonnier sont presque toujours aseptisées, comme sur l'aquarelle de Manet, qui se trouve au musée d'Orsay, où on n'a que la silhouette, ou dans le tableau qui s'en inspire, qui se trouve à Pasadena et qui est intitulé Chiffonnier, où l'on ne sent nullement les ordures de Paris. Et vous voyez que dans ce chiffonnier célèbre de Manet, le crochet est devenu un bâton, la hotte est un havresac et le tas d'ordures est une jolie petite nature morte. Seul le titre plaide pour l'identification du modèle à un chiffonnier et non pas à quelques mendiants, ou plutôt, me semble-t-il, un marchand d'os, puisque voici un marchand d'os de bon vin des mêmes années, peintre dont je rappelais tout à l'heure qu'à la fois Francis V, Champfleury, Courbet, Baudelaire l'avaient bien connu. Et je dirais que c'est la même chose dans la suite, les nombreux chiffonniers de Raffaelli qui sont égarés dans la zone, de l'autre côté des fortifications, après 1870, ne se distinguent plus de n'importe quel vagabond ou cheminot. Quand Baudelaire, à son tour, s'attache au pas du chiffonnier, dans le vin des chiffonniers, poème qui a été publié pour la première fois en novembre 1854 dans Jean Raisin, Revue joyeuse et vinicole, mais dont il existe plusieurs versions bien antérieures, certaines remontant avant la fin de 1843, selon le témoignage de Praron, et surtout dans du vin et du hashish, comparé comme moyen de multiplication de l'individualité, article
publié en 1851 dans le Messager de l'Assemblée. Donc quand Baudelaire traite du chiffonnier de 1843, 1851, 1854 et qu'il glorifie le vin, il me semble que sa description reste on ne peut plus conforme au mythe de la chiffonnerie, au tableau et aux physiologies du chiffonnier composé par ses contemporains, y compris par certains de ses très proches, comme Privat d'Anglemont, qu'il a pu accompagner dans leur prospection du Paris nocturne et locteux. Voici comment Baudelaire aborde le chiffonnier dans Du vin et du hashish. Contemplons un de ces êtres mystérieux, vivant pour ainsi dire des déjections des grandes villes, car il y a de singuliers métiers. Le nombre en est immense. J'ai quelquefois pensé avec terreur qu'il y avait des métiers qui ne comportaient aucune joie, des métiers sans plaisir, des fatigues sans soulagement, des douleurs sans compensation. Je me trompais. Voici un homme chargé de ramasser les débris d'une journée de la capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne, il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent. Il ramasse, comme un avare un trésor, les ordures qui, remâchées par la divinité de l'industrie, deviendront des objets d'utilité ou de jouissance. Ici, le résumé de l'immense littérature administrative, sociologique, panoramique sur le chiffonnage est parfait, car Baudelaire commence lui aussi par replacer le chiffonnier parmi l'ensemble des petits métiers parisiens. Ces métiers décriés, disait Francis V. en 1848, connus pour leurs costumes, leurs mœurs, leurs cris. Et vous remarquez que le mot « métier » revient 3 fois dans les premières lignes, au pluriel. Le chiffonnier appartient à cet ensemble des métiers avant d'introduire celui-ci, ce métier dont il sera question, qui est le premier, le plus illustre. Ensuite, la série des termes attendus dans ce contexte du chiffonnage est convoquée pour caractériser le territoire du chiffonnier. Déjection, débris, rebut, ordures. Et les actions rituelles sont énumérées, ramassées, qui figure là 2 fois, et triées. Puis Baudelaire glisse à cataloguer et collectionner, introduisant une touche distinctive, et on a en somme un passage du tri au catalogue qui assure la transition du chiffonnier au collectionneur. Et il y aurait beaucoup à dire sur cette relation du chiffonnier et du collectionneur. Le chiffonnier est parfois le fournisseur du collectionneur, et vous vous souvenez de cette page des aventures de Mademoiselle Mariette de Champfleury, où le personnage, un peintre, collectionneur de faïence, rachète un demi-saladier à un chiffonnier après avoir trouvé la première moitié. Il y a donc cette complicité du chiffonnier et du collectionneur, et aussi cette rivalité du chiffonnier et du collectionneur, puisqu'il y a une certaine perversion du chiffonnier qui devient collectionneur. Dans beaucoup de ses représentations, par exemple chez Étienne de Jouy, il y a déjà ce chiffonnier qui collectionne les imprimés pour les recomposer en un livre, puis il y a aussi le chiffonnier collectionneur d'affiches dans le roman de Champfleury sur la chiffonnerie. Donc il y a souvent cette tendance du chiffonnier à interrompre le cycle du recyclage, à pervertir le recyclage pour devenir lui-même collectionneur. Puis vient dans la description de Baudelaire cette transformation, cette transmutation de la collecte en trésor, pour aboutir à cette notion d'objet d'utilité et de jouissance, objets qui n'ont donc rien de désuet, puisqu'ils retrouvent un usage et une valeur. Cette description de Baudelaire est donc entièrement conforme à cette loi que nous avions vue dans la première leçon,
cette loi représentée dans une image d'Épinal un peu plus tardive, rien ne se perd, tout se transforme, calqué sur la maxime attribuée à Lavoisier. Tout se transforme, fût-ce en soldats de fer-blanc avec des boîtes de sardines, comme dans la morale du joujou. Et vous remarquez que chez Baudelaire ne manque même pas la référence à l'industrie, remâchée par la divinité de l'industrie, pour caractériser ces chiffonniers qui sont toujours traités de petits industriels. Cette référence qui peut nous paraître curieuse aujourd'hui pour désigner la modeste besogne du chiffonnier, mais qui est un travailleur utile qui a sa place parmi les industriels. Et vous remarquez que Baudelaire met même une majuscule à l'industrie, la divinité de l'industrie qui est ainsi allégorisée comme le travail ou la douleur dans le cygne ou la prostitution dans le crépuscule du soir, parce que l'industrie appartient au même panthéon de ces divinités nouvelles qui conduisent les peuples modernes à renoncer au monothéisme. Et on peut penser à Industria, qui est une figure allégorique que l'on trouve dans le Salon du Roi de l'Assemblée nationale, qui a été décoré par Delacroix. Il y a 4 figures allégoriques qui sont la guerre, la justice, l'agriculture et l'industrie. Le poète est donc entièrement conforme à cette représentation légendaire du chiffonnier au milieu du siècle quand il suit, et c'est ce qu'il fait aussitôt, dans sa promenade, le chiffonnier, à l'heure tardive, où il rejoint la bourse du chiffonnage, dont nous savons qu'elle se situe rue Mouffetard. Et lorsqu'il fait de lui un sage, un poète même, comme le veut le mythe du bon chiffonnier philosophe, incarné par Liard depuis une vingtaine d'années, illustré de manière exemplaire par Traviès ou par Daumier, dramatisé par Félix Piat, que je citais la dernière fois, et joué par excellence sur scène par Frédéric Lemaître. Il y a donc de grands représentants illustres de ce chiffonnier dans ces années-là, lorsque le Baudelaire le décrit, rue Mouffetard, le voici qui, à la clarté sombre des réverbères tourmentés par le vent de la nuit, remonte une des longues rues tortueuses et peuplées de petits ménages de la montagne Sainte-Geneviève. Il est revêtu de son châle d'osier avec son numéro 7. Il arrive, hochant la tête et butant sur les pavés comme les jeunes poètes qui passent toute leur journée à errer et à chercher des rimes. Il parle tout seul, il verse son âme dans l'air froid et ténébreux de la nuit. Baudelaire, bien sûr, c'est un enfant du quartier, né rue Hautefeuille, pensionnaire au lycée Louis-le-Grand. Il connaît bien ce qu'il appelle ailleurs les ravines sinueuses de ce quartier, dont je vous rappelle qu'il était le plus déshérité de Paris jusqu'aux travaux d'Haussmann, le plus pauvre, le plus misérable, celui où on mourait le plus du choléra. La nuit, le vent, la faible lueur des quinquets appartiennent à tous les récits du chiffonnage et on les retrouve dans la version en vers très proche de la scène dans Les Fleurs du Mal en 1857, souvent à la clarté rouge d'un réverbère dont le vent bat la flamme et tourmente le verre au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux où l'humanité grouille en ferments orageux. On est donc derrière la montagne Sainte-Geneviève, au bout de la rue Mouffetard, et dans ce quartier qui est la résidence habituelle des chiffonniers, selon la sociologie des classes laborieuses de Frédéric Leplay, et encore beaucoup plus tard, dans Les 4 vents de l'esprit, voici cet alexandrin de Victor Hugo, leur hôte
aux chiffonniers du faubourg Saint-Marceau. Mais on le sait, ce faubourg Saint-Marceau est en train de disparaître, il est transformé, et voici ce qu'on dira dans le Paris Guide au moment de la mort de Baudelaire en 1867. La rue Mouffetard était la grande artère de ce bourg. C'était là le centre de fabrication des allumettes, aussi bien que celui des chiffonniers. Maintenant, eh bien, c'est un quartier qui est complètement transformé dès 1867. Dans le texte de Baudelaire, on a aussitôt ces emblèmes immanquables du chiffonnier, cités avec précision dans leur ordre coutumier, la hotte et le crochet, son châle d'osier et avec son numéro 7, expression que Baudelaire met en italique pour signaler le recours au lexique du métier. Nous avons rencontré ces petits noms de la hotte et du crochet à différentes reprises dans beaucoup de textes. Il y a une seule petite variante de Baudelaire, de la part de Baudelaire, par rapport à l'usage courant, par rapport au lexique courant. Il écrit châle d'osier au lieu de cachemire d'osier, en quelque sorte remotivant la catachrèse, puisque cachemire d'osier, c'est intégralement lexicalisé, le châle d'osier qui semble être un emploi original. En tout cas, je n'en ai pas trouvé d'autres occurrences. Est-ce que c'est un signe de sa résistance à ce que Hugo appelait l'esprit de vaudeville, qui consiste pour les écrivains à écrire cachemire d'osier au lieu de hotte de chiffonnier? Et Hugo s'en prenait à ce tic des écrivains qui écrivaient comme des vaudevillistes. En tout cas, petit écart de la part de Baudelaire avec ce châle d'osier, mot d'origine persane, le châle, et qui, bien sûr, est exemplairement de Cachemire. Et puis, le chiffonnier est comparé à ces jeunes poètes qui sont aussi, à leur façon, des vagabonds. Alors j'y reviendrai dans une leçon ultérieure sur cette comparaison du chiffonnier et du poète. Disons simplement, pour le moment, que le chiffonnier se mue ainsi en ce que Jean Starobinski appelait un répondant allégorique du poète, mais il pensait alors au saltimbanque, non pas au chiffonnier. Nous avons vu à plusieurs reprises qu'entre saltimbanque et chiffonnier, il peut y avoir une certaine analogie. Il me semble en tout cas que, bien plus que le saltimbanque, le chiffonnier est une personnalité cardinale du siècle en cours et un encore meilleur répondant allégorique du poète. Puis, dans ce texte en prose du vin et du hashish, on rejoint le thème du vin des chiffonniers dans le soliloque du chiffonnier ivre qui se prend pour un héros de la grande armée, voire pour l'empereur. C'est un monologue splendide du chiffonnier ivre à faire prendre en pitié les tragédies les plus lyriques. En avant marche, division tête armée, exactement comme Buonaparte, agonisant à Sainte-Hélène. Il paraît que le numéro 7 s'est changé en sceptre de fer et le châle d'osier en manteau impérial. Maintenant, il complimente son armée, la bataille est gagnée, mais la journée a été chaude. Il passe à cheval sous des arcs de triomphe, son cœur est heureux. Il écoute avec délice les acclamations d'un monde enthousiaste. Tout à l'heure, il va dicter un code supérieur à tous les codes connus. Il jure solennellement qu'il rendra ses peuples heureux. La misère et le vice ont disparu de l'humanité. Quand le chiffonnier rêve qu'il est général, maréchal ou même Napoléon, vous le voyez, son châle d'osier se mue en manteau impérial et son numéro 7, le poète joue ici avec les sons, devient par la grâce d'un paronyme un sceptre, et même un sceptre de fer, avec là aussi une remotivation de la catachrèse
du sceptre de fer qui désigne l'autorité dure et despotique. Il y a aussi donc le sens littéral que l'on retrouvons avec ce 7 qui se transforme en sceptre. Et puis l'épopée impériale est complète puisque Napoléon avait la réputation, au soir d'une victoire, de passer à la rédaction du Code civil, promulgué en 1804. Voici un tableau qui est à la Malmaison de Jean-Baptiste Moses. Napoléon Ier, couronné par le temps, écrit le Code civil au soir de la bataille, tableau de 1832 qui montre bien le bonapartisme de ces années-là. Et nous voyons le temps avec sa grande faux qui emporte les victoires, mais qui n'emporte pas le code. Et là aussi, on est dans les topoi de l'épopée napoléonienne, Napoléon qui disait à Sainte-Hélène en 1816 « Ma vraie gloire, n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires, mais ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. C'est enfin tout le bien que j'ai fait comme administrateur, comme réorganisateur de la grande famille française. » C'est ce que dit exactement le chiffonnier du vin et du hashish qui passe de la bataille à cette gloire du Code civil et de la transformation de l'humanité, du bonheur apporté à l'humanité. Il se peut toutefois que cette comparaison grandisse moins le chiffonnier qu'elle n'abaisse Napoléon. Sous l'effet du vin, le chevalier du crochet se prend pour l'empereur. De même, écrit Baudelaire, que Buonaparte, agonisant à Sainte-Hélène, déchu de son empire, se croyait encore à la tête de la grande armée et revivait ses victoires lorsqu'il dictait ses mémoires au comte de Lascaz. Et je crois que le simple fait pour Baudelaire d'écrire Buonaparte indique la dérision, indique l'intention moqueuse, voire désobligeante. On ne peut pas oublier que dans toute cette période, l'utilisation du nom Buonaparte est dérisoire. Depuis le pamphlet de Chateaubriand de Buonaparte et des Bourbons en 1814, publié le jour de la capitulation de Paris, et on aurait de nombreux exemples contemporains, comme celui-ci que je prends chez Étienne de Jouy, qui, sur le moment, en 1814, écrivait « La France, le 30 mars, gémissait sous le joug de Bonaparte. Le 31, elle était libre et appelait Louis XVIII. » Un peu plus tard, lorsqu'il republie le texte, « La France, le 30 mars, gémissait sous le joug de Buonaparte. » Et Étienne de Jouy est l'une de ces célèbres girouettes. Le voici avec 4 girouettes pour avoir changé tout dans le dictionnaire des girouettes de 1815, pour avoir changé avec chaque régime. Et vous voyez que le U de Bonaparte, si on continue, on peut le retirer et puis le remettre. Ce U a son importance. Je crois que tout un programme y est inclus, surtout pour désigner Napoléon à Sainte-Hélène. Et je crois qu'une seule citation suffira. Vous vous souvenez que dans Les Misérables, Marius, qui est le fils d'un colonel d'Empire, qui a été élevé par un grand-père royaliste et qui découvre sa curiosité pour son père, héros de la Grande Armée, il est choqué par la manière irrespectueuse dont ses amis révolutionnaires parlent de l'empereur, et cette façon est résumée en ces termes: « Je vous entends dire Buonaparte en accentuant l'U comme des royalistes. » Dans le délire du chiffonnier, ivre à la tête d'une grande armée imaginaire, évidemment un ancien grognard, il est en tout cas difficile de voir une confirmation de l'engagement socialiste de Baudelaire. Berthaud, qui avait écrit cette physiologie du chiffonnier dans Les Français peints par eux-mêmes, disait du chiffonnier que lorsqu'il s'emportait sous l'effet du vin, il raille, il accuse,
il insulte les passants et les curieux. Et le comportement n'atteste aucune révolte, aucune protestation politique et sociale, mais bien la rage et la fureur. Le chiffonnier, métamorphosé sous l'effet de la boisson en empereur déchu, c'est un scénario qui figure également chez Privat d'Anglemont et qui installe le pendant de la caricature que je vous avais montrée à une autre occasion, où l'on voyait l'empereur travesti en Père la Violette, justement revêtu de son manteau impérial, ce manteau impérial que cite Baudelaire, et ferraillant au coin d'une borne avec son épée en guise de crochet à la recherche de sa couronne. C'est donc le vin qui donne le change, transforme le chiffonnier en empereur. Ce thème du vin et du chiffonnier est constant. Souvenez-vous du bon chiffonnier, du chiffonnier de Paris, la pièce de Félix Pyat. C'est un alcoolique repenti puisqu'il a assisté à un meurtre sans avoir été en état de l'empêcher. Et du coup, il ne boit plus jusqu'au jour où on le fait boire et où il redevient, dit-il, Soifard Ier, roi des goulots. Ce que le chiffonnier boit, c'est donc du vin ou de l'eau de vie, et le lieu de cette boisson, au milieu de la nuit, je vous l'avais déjà cité, c'est le fameux débit de consolation, comme on l'appelle, de Paul Niquet, qui est cité d'ailleurs dans Le chiffonnier de Paris. C'est là que chiffonniers et chiffonnières se retrouvent au cœur de la nuit, puisque, rappelez-vous, ils ne sont pas censés chiffonner entre minuit et 5 heures, selon les ordonnances de police. Ils se retrouvent chez Paul Niquet, ils déposent leur hotte contre le mur, le temps de somnoler et de rêver avant de reprendre leur errance. Daumier, je crois que je vous ai déjà montré cette belle caricature de Daumier, les représente en 1842 dans la grande ville de Paul de Kock, appuyant leur hotte et accrochant leur crochet au mur de ce tapis franc de Paul Niquet. Et c'est dans le chapitre qui est intitulé « Les bouges et les souricières » qui décrit ce local. Voici la description de Paul de Kock. C'est au charnier des innocents que se trouve la nouvelle souricière. Ce bouge marche sur les traces de son aîné. Dans ce lieu ouvert toute la nuit, vous trouvez des hommes effrayants de saleté et beaucoup de vieilles femmes ivres, car les femmes sont admises dans tous ces repères. Les chiffonniers ont le droit d'y garder leur cabriolet, autre surnom du mannequin d'osier, c'est ainsi qu'ils appellent leur mannequin, et pourvu que vous y fassiez pour 2 sous de consommation, vous pouvez y passer toute la nuit. Alors, il faudrait insister sur ce nom de souricière que portent ces bouges nocturnes, parce que la police y faisait des descentes régulières, y tendait des souricières. La souricière, c'est aussi le dépôt, le nom de la cellule à la conciergerie que Balzac décrit dans Splendeurs et misères des courtisanes. Et on ne peut pas oublier à ce propos que dans 2 listes de projets pour le spleen de Paris, Baudelaire fait figurer la souricière, dont une fois avec une majuscule. Il songe probablement à l'un de ces bouges dont Paul Niquet était le plus célèbre. Au fond, on aurait pu avoir un pendant du Café Neuf du boulevard, ce Café Neuf des yeux des pauvres, dans la souricière. Cet établissement, la souricière, avait été mis à la mode par les mystères de Paris, et on a aussi une description des lieux que je crois j'ai déjà évoqué. Voici encore un dessin de Paul Niquet par Daumier. Voici la description de Paul Niquet dans Les Nuits d'octobre, la chronique de Nerval en 1852, une description très précise. Les murs, très élevés, surmontés d'un vitrage, sont entièrement nus. Les pieds posent sur des dalles humides, un comptoir immense partage en 2 la salle, et 7 ou 8 chiffonnières, habituées de l'endroit, font tapisserie sur un banc opposé au comptoir.
Bon, on a donc un lieu tout à fait célèbre, et c'est autour de ce lieu, dans ce lieu, que les chiffonniers se prennent pour Napoléon. Voici ce qu'en dit par exemple Paul de Kock dans le Nouveau Tableau de Paris, la grande ville. Il ajoute ce détail important: il est quelquefois curieux, fort curieux, d'entendre un chiffonnier à demi-sou vouloir fonder un nouveau gouvernement. Et on a de nombreuses caricatures de Gavarni qui montrent le chiffonnier politique. Voici un des dessins de cette série qui s'appelle Propos de Thomas Virlock, qui date peu après la Révolution de 48, 1852, où on voit le chiffonnier pris de boisson qui discute avec Virlock. Dans le feuilleton de Privat d'Anglemont, paru en 1850 dans Le Siècle, eh bien, on trouve la description pareille de ce lieu Paul-Niquet. Et voici ce qu'en dit cette fois-ci donc Privat d'Anglemont. J'ai marqué les passages que je voudrais commenter. Les habitués déposent le long des murs leurs hottes et leurs fardeaux pour arriver jusqu'à la salle principale. Nous devrions dire tout simplement hangar, car cette boutique n'est qu'une ancienne petite cour sur laquelle on a posé un vitrage. Et un peu plus bas, c'est là qu'ils font la sieste, c'est là, contre deux rondes de police, voilà ces rondes de police qui transforment le lieu en souricière, ils essayent un peu de sommeil au milieu des cris, des vociférations, des disputes de ceux qui se tiennent debout devant le comptoir. On vante le sommeil de Napoléon la veille d'Austerlitz et celui du Turenne sur l'affût d'un canon, je ne sais plus à quelle bataille. Voilà Napoléon qui revient dans cette torpeur de Paul Niquet. Et la description est tout à fait fidèle au dessin de Daumier que je vous ai montré, au récit de Nerval et à toute cette mythologie de la souricière, les hottes alignées contre le mur, les descentes de police, le brouhaha, la torpeur favorisée par l'eau-de-vie, et puis cette grandiloquence héroïque-comique qui transforme les biffins en maréchaux. Alors la scène de Turenne, la scène de la vie de Turenne, elle est bien connue. Le futur maréchal de Louis XIII et de Louis XIV avait passé à l'âge, c'était pas du tout une victoire ou une bataille comme le pense Privat d'Anglemont, il avait passé à l'âge de 10 ans une nuit sur les remparts de Sedan, où on l'avait retrouvé endormi sur l'affût d'un canon, et c'était pour prouver à son père qu'il avait la vocation guerrière. Voici une vie de Turenne où on voit le petit Turenne dormant sur l'affût d'un canon. C'est donc une représentation très courante de Turenne sur l'affût d'un canon. Et évidemment, Napoléon à la veille d'Austerlitz, on trouve ça partout. Voici une image d'Épinal, Napoléon à la veille d'Austerlitz. Bon, là encore, il y a un mot célèbre de Napoléon à la veille d'Austerlitz, répété partout. « Voilà la plus belle soirée de ma vie, mais je regrette de penser que je perdrai demain bon nombre de ces braves gens. » Phrase qui traîne partout. Privat d'Anglemont a écrit en 1854 un feuilleton publié dans le Figaro, parmi tous ces feuilletons de Privat d'Anglemont sur le chiffonnier, qui met en scène un chiffonnier qui, comme celui de Baudelaire, se prend pour un général et que l'on connaît sous ce sobriquet. Voici ce feuilleton intitulé « Le général ». Et pour le général, je commence ici, sceller son cheval veut dire avaler 15 ou 20 grands verres d'eau-de-vie qui vont joindre une dizaine de litres de vin qu'il a absorbé pendant sa journée en faisant ses courses avec les amis. Il ne boit jamais que debout devant le comptoir. Il n'y a que les ivrognes qui s'assoient au cabaret, dit-il. C'est un principe arrêté chez lui. Son heure arrivée, à la nuit close, il fait sa tournée de rogomiste en rogomiste, avec une assez jolie coquille, royomiste au lieu de rogomiste. Il arrive au pont de Venise du faubourg du Temple, vers minuit et demi, c'est là qu'il livre ses batailles. Avec une gravité imperturbable, il pose sa hotte contre une borne, il est absorbé, il ne voit pas
plus les passants attardés qui le regardent avec curiosité, il se frappe le front selon qu'il est mécontent ou satisfait de l'inspection qu'il vient de passer de son armée imaginaire. Bon, c'est un feuilleton de Privat d'Anglemont qui est assez long. C'est un beau récit fantastique, prolongé sur 2 colonnes du Figaro, d'une grande bataille qui est donc menée sur le canal Saint-Martin, le pont du canal Saint-Martin et du faubourg du Temple, confondu avec le pont de Venise, par allusion à la conquête de Venise par Bonaparte en 1797. On a un assez beau récit, vous voyez, il est long, et voici ce détail intéressant, il compose son état-major avec tous les noms des boutiquiers qu'il lit sur les maisons, et puis il donne ses ordres, et c'est assez long, et voici le moment qui m'intéresse. Il se recueille un moment comme pour prier, et il retourne prendre son poste d'observation sur le Rialto du faubourg. Un moment après, il redescend, consulte une vieille carte géographique posée sur une borne, il prend son crochet d'une main ferme et s'écrie d'une voix puissante « Vous, monsieur, attaquez le bois, emparez-vous-en, coûte que coûte, vous, monsieur, vous soutiendrez le général Briand, etc. » Les chiffonniers portaient tous des sobriquets et le général était donc un sobriquet usuel pour un chiffonnier. On en a un dans les Mystères de Paris, mais qui n'est pas un chiffonnier. On en a un dans les Français peints par eux-mêmes, dans la physiologie de Berthaud, qui décrit un misérable ravageur, même pas un chiffonnier, un ravageur, qui est surnommé général parce qu'il a été soldat dans la Grande Armée. Le général Bertrand, ravageur, n'est pas ce vieux et fidèle compagnon de l'empereur que nous connaissons tous. Grâce à Dieu, celui-ci peut vivre autrement qu'en cherchant des clous dans les ruisseaux de Paris. Celui dont nous parlons est tout simplement un chiffonnier héroïque, un brave entre les siens, et que les siens ont appelé général parce qu'il se nommait aussi Bertrand comme l'austère compagnon de notre grand empereur. Allusion donc au général Bertrand, fidèle des fidèles de Napoléon, qui l'avait accompagné à Sainte-Hélène. Le général Bertrand a aussi participé à l'expédition de la Belle Poule, qui a ramené les cendres de l'empereur en 1840, et il vivait donc encore en 1843 quand Privat d'Anglemont écrit cet article. Il mourra peu après et il est enterré aux Invalides où, avec Duroc, il veille à l'entrée de la crypte. Vous voyez qu'il est célèbre chez les chiffonniers comme un fidèle de l'empereur, comme nombre des vieux soldats de l'Empire. Vous vous souvenez de celui que Charlet avait immortalisé dans sa lithographie de l'ivrogne et du chiffonnier. Et je voudrais citer ici une anecdote intéressante qui nous montre bien ce destin du grognard qui devient chiffonnier. C'est une anecdote de février 1814 où un émissaire officier envoyé par Napoléon en reconnaissance à Paris, donc avant les 100 jours, tombe sur un chiffonnier pour s'informer de la situation à Paris. Et cet homme, ce chiffonnier parisien, je retiens simplement 3 phrases, « Tel que vous me voyez, j'ai mangé du bivouac pendant 20 ans. » Voilà ce qu'est un chiffonnier parisien en 1814. Et un peu plus loin, voici comment il est devenu chiffonnier. Un jour qu'il y avait du sirop, donc encore l'ivrognerie, il a abattu son caporal. Et le résultat, la phrase qui résume le destin du chiffonnier, « On me chasse du régiment et je tombe dans le chiffon. » Voilà, au fond, le destin du chiffonnier du XIXe siècle. Mais il dira un peu plus loin qu'il est resté fidèle au petit tondu et qu'il est donc disposé à aider. Le délire des grandeurs semble donc avoir été un comportement tout à fait traditionnel du chiffonnier parisien enivré, qu'il ait été ou non grognard d'ailleurs. Mais ce chiffonnier est en même temps, comme dans le cas de celui de Privat d'Anglemont, tout prêt à retrouver la réalité
dès que l'heure venue de la ronde est arrivée, il reprend tranquillement sa hotte et continue sa récolte de chiffonniers comme si rien n'était. Il se croit sans doute revêtu de son brillant uniforme, distribuant ses récompenses et ses encouragements à ses troupes rangées sur le champ de bataille, conquis par elle. Et vous voyez que Privat d'Anglemont s'interroge sur cette psychologie du chiffonnier. Baudelaire reproduit donc exactement toute cette mythologie. Toutefois, à la différence de la plupart des journalistes, reporters, physiologistes, y compris Privat d'Anglemont, il ne s'arrête pas sur cette image rebattue du chiffonnier philosophe, insouciant, poète ou rêveur, ou du chiffonnier mégalomane, puisque dans Du vin et du hashish, et c'est la fin du passage, il revient pour finir à la réalité affreuse du métier. Et cependant, il a le dos et les reins écorchés par le poids de sa hotte, il est harcelé de chagrin de ménage, il est moulu par 40 ans de travail et de course, l'âge le tourmente, mais le vin, comme un pactole nouveau, roule à travers l'humanité languissante un or intellectuel. Comme les bons rois, il règne par ses services et chante ses exploits par le gosier de ses sujets. C'est donc le vin qui devient le roi, et cette compassion rappelle, dans les termes mêmes, la version la plus ancienne du vin des chiffonniers, où c'est ce manuscrit qui a été donné par Baudelaire à Daumier, le caricaturiste des chiffonniers. Oui, ces gens tout voûtés sous le poids des débris et de fumiers infects que rejette Paris, harassés et chargés de chagrin du ménage, moulus par le travail et tourmentés par l'âge. Ainsi, vous le voyez, même si il est sans doute excessif de parler de socialisme de Baudelaire, les résurgences du mythe du chiffonnage sont nombreuses, diffuses un peu partout sous la plume de Baudelaire, et il est possible que dans cette conclusion du passage, on ait l'indice de quelque solidarité avec le chiffonnier, absente de la plupart des récits contemporains qui sont plutôt à la recherche du pittoresque et de ce que Hugo appelait l'esprit de vaudeville, satisfait de la légende du chiffonnier philosophe ou adoptant la doctrine libérale du chiffonnier modèle du petit industriel. Merci.